Cours 1, donc évaluation et certification. Voilà, c'est Jean-Charles Connet de l'Université Paris 8. Je partage ce cours donc avec Antipi Potoliak. Donc moi je vous parlerai en fait des généralités sur l'évaluation bon, de la typologie des évaluations, de la mise en place des évaluations dans différents contextes en fait. Et je vous parlerai assez en détail en fait du cadre européen commun de référence puisque j'ai eu l'occasion il y a déjà quelques années de mettre en place en fait des examens basés sur le cadre européen commun de référence en Thaïlande, du temps où j'étais attaché de coopération en Thaïlande. Et donc on a généralisé en fait le passage des épreuves du cadre européen commun de référence au niveau A2 pour les étudiants qui passaient le baccalauréat, enfin l'équivalent du baccalauréat, avec le français en seconde langue. Donc ça supposait évidemment de faire de la formation d'enseignants, formation de professeurs, formation de correcteurs d'ELF, travailler avec l'Alliance française locale. Voilà, et ça représentait 6000 élèves par an à peu près à l'époque. Donc c'était une opération assez intéressante et assez riche du point de vue de l'expérience. Donc Antipi vous parlera quant à elle de choses qu'elle connaît très très bien donc sur l'élaboration de tests, l'élaboration de QCM, tous les autres instruments en fait, les autres instruments que le CESCR, donc que ce soit des tests autour de Cambridge ou d'autres instituts nationaux. Voilà, donc on se partage le cours, elle commence le 9 novembre. Moi je vous fais les 4 ou 5 premiers cours. Voilà, probablement les 5 premiers cours, certainement. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, en fait, en regardant des typologies d'évaluation. On va voir un peu comment se passe la taxinomie de l'évaluation, parce que c'est quelque chose qui a beaucoup évolué. Oui, voilà, le lapsus est révélateur. Donc c'est quelque chose qui a beaucoup évolué, l'évaluation. Parce que probablement c'est un lieu où il y a beaucoup d'enjeux en fait, beaucoup d'enjeux et aussi probablement l'organisation de la société fait qu'on a multiplié les évaluations et diversifié les évaluations. Bon, de manière alors ça peut avoir un côté un peu inquiétant hein, évidemment, mais de manière à cadrer plus probablement aussi tous les différents postes de travail en fait. On est un peu dans l'organisation quand même de la société de production, avec un modèle un peu qui peut être un peu inquiétant effectivement. Du point de vue évaluation et entretien d'embauche, je me rappelle aussi avoir passé des entretiens d'embauche il y a longtemps et ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on fait à l'heure actuelle. Je veux dire, j'ai passé là il n'y a pas très longtemps un entretien pour aller travailler dans une boîte américaine. Donc là, effectivement, on voit que l'évaluation a complètement changé, en fait, puisqu'elle se base plus sur des connaissances ou sur un CV, sur toute l'expérience que vous pourriez avoir, mais plutôt sur la manière dont vous allez résoudre des problèmes ou effectuer des tâches. Donc c'est complètement différent de ce que c'était il y a 15 ans ou 20 ans. Donc l'évaluation est un peu partout. Et donc, comme je vous disais, ça peut avoir des côtés inquiétants parce qu'évidemment, ça touche à notre personne, en fait, à la manière dont on s'évalue soi-même et dont on se conçoit soi-même par rapport aux autres. Euh, donc, c'est un sujet très délicat. Vous avez tous vécu, moi aussi, je veux dire, bon, j'espère que vous, pas trop, vous un peu moins, j'espère. On a tous vécu des évaluations traumatisantes. Je veux dire, et c'est ce qui ressort en fait quand on en parle avec les gens. Souvent, l'évaluation est vue comme quelque chose, comme une sanction ou comme quelque chose qui fait faire des cauchemars ou qui inquiète beaucoup. Donc, évidemment, on a travaillé à dédramatiser ces questions d'évaluation. C'est pas si simple que ça, on va le voir, je veux dire, parce qu'évidemment, il y a des enjeux derrière l'évaluation, donc un diplôme, une certification, un emploi, une place dans la société, enfin bon, je dirais plein de choses qui se passent autour de l'évaluation qui sont assez complexes. On peut imaginer, je pense, des sociétés avec moins de hiérarchie et moins d'évaluation. On n'est pas dans l'utopique, en fait. Je veux dire, il y a des pédagogues qui ont fait des choses assez excellentes autour de tout ça. Donc j'essaierai de vous en parler un peu.
Voilà, c'est la première fois que je fais ce cours sur l'évaluation, donc bon, vous essuyez les plâtres. J'espère que vous l'évaluerez pas trop mal. Je vais me baser sur un site web en fait qui n'a rien de particulièrement extraordinaire, mais qui permet en fait d'être commenté en fait, et c'est assez intéressant de voir en fait ce qu'on peut dire à du grand public sur l'évaluation. C'est pas un article de spécialité, pas un article de spécialiste sur l'évaluation, mais l'intérêt c'est qu'on peut aussi sur ce site web en fait télécharger des épreuves du DELF et du DALF, donc ce qu'on regardera d'un peu plus près. Donc l'évaluation en classe de FLE, bon, l'image appelle un petit commentaire évidemment puisque vous avez ces smileys hein, vert, orange et rouge et toute une combinaison en fait à la fois des feux de la circulation et du smiley avec le vert qui est coché. Et alors ce qui est rigolo en fait c'est que là le rouge est en bas. Donc si vous lisez par exemple quelque chose comme les métaphores dans la vie quotidienne, vous allez voir que le moins est en bas et le plus est en haut. Donc ils ont inversé curieusement les feux de la circulation. C'est juste une petite remarque comme ça un petit peu ironique en fait sur cette illustration. Donc l'évaluation en classe de FLE, donc l'apprentissage passe par des évaluations, mais à quoi servent-elles? L'évaluation en classe de FLE est importante et revêt plusieurs fonctions essentielles. Celle-ci a pour objectif de vérifier les acquis, mesurer la différence entre les connaissances et l'objectif à atteindre, mais aussi de contrôler l'efficacité de son enseignement. Donc là, on passe un peu à côté d'une partie qui est importante et qu'on va revoir tout à l'heure à travers les travaux de Stanislas Dehaene, en fait. C'est que l'évaluation sert aussi à renforcer les apprentissages. Donc ça c'est la partie probablement la plus intéressante en fait, c'est que dans l'évaluation ou l'auto-évaluation, en fait on va mesurer ces apprentissages, on va repasser sur des notions qu'on a apprises ou des notions qu'on pense avoir acquises et on va clarifier en fait ces notions-là et ça va aider en fait ça va aider aux apprentissages, ça va renforcer les apprentissages. C'est un des aspects les plus importants de l'évaluation, beaucoup dans la partie auto-évaluative. Vous voyez que l'évaluation sert aussi à contrôler l'efficacité ou le ciblage de votre enseignement. Hein. Je veux dire, quand vous enseignez quelque chose, ben vous évaluez, vous essayez d'évaluer ce que vous avez enseigné. Ça, on va y passer aussi pas mal de temps, en fait, pour être certain qu'on enseigne bien ce qui est évalué par la suite. Ça a l'air bête comme ça, mais c'est pas si évident que ça. En fait, quand dans les évaluations d'avant et même dans beaucoup d'évaluations actuelles, en fait, on évalue non seulement ce qui a été enseigné, mais aussi tout ce que connaissait l'apprenant avant dans le domaine, et aussi beaucoup de choses qui sont à l'extérieur du domaine, en fait, tout ce qui est curriculum caché. C'est-à-dire tout ce que l'apprenant a appris dans son univers familial ou dans son habitus, dirait Bourdieu, hein, dans son quotidien, dans sa famille, je veux dire, et qui va être évalué aussi par l'école. Donc je veux dire ça, effectivement, évidemment, il faudra arriver à faire bien la différence. Autrement, on garde une école complètement inégalitaire où on évalue ce qui fait partie de l'habitus de l'individu et de ses capacités, enfin des capacités qu'il a acquises dans son milieu social et pas des choses qui lui ont été enseignées à l'école. C'est un gros problème, en fait, je veux dire, cette question-là. Hein. Je veux dire, on n'évalue pas forcément, ou on peut avoir des biais, évidemment, dans l'évaluation, qui viennent de la façon dont la personne va s'exprimer, va se tenir, je veux dire, des choses qui sont très ancrées dans des questions socio-culturelles. Donc il va falloir bien faire la différence, en fait, si on veut avoir une évaluation un tant soit peu objective, en admettant que ce soit possible, entre ce qui a été enseigné, qu'on évalue, ce qui n'a pas été enseigné à l'école et tout ce qui fait partie du curriculum caché, qu'on n'évalue pas, je veux dire, ou qu'on essaye, ou alors on essaye d'en faire prendre conscience aux apprenants et de leur dire, ben voilà, vous avez un certain nombre de choses que vous exprimez
à travers votre oral, à travers votre écrit, bon, sans parler des fautes d'orthographe, qui sont peut-être une des traces les plus majeures de tout ça, mais en parlant de l'accent, du vocabulaire utilisé, de la complexité des phrases, enfin, plein de choses en fait qui vont passer dans le discours, de la façon de s'adresser au public. Je veux dire, tout ça relève d'un apprentissage qui n'est pas forcément fait dans le domaine scolaire. Donc il faut bien en être conscient et bien faire le départ ou la différence entre ce qu'on évalue, ce qu'on évalue, ce qui a été enseigné et tout ce qui a à faire au curriculum caché ou aux aptitudes socio-culturelles. Donc contrôler l'efficacité de son enseignement, donc là aussi on est en plein dans des processus en fait de rétroaction vers l'enseignement. Donc vous voyez qu'effectivement il va y avoir des activités qui vont permettre une meilleure mémorisation, une meilleure rétention de l'information chez les élèves, et que probablement aussi les procédures d'auto-test, enfin, d'auto-évaluation chez les élèves vont leur permettre en fait de se perfectionner avant une évaluation qui sera plus sommative ou plus diagnostique. Donc l'évaluation peut être diagnostique, sommative ou formative. Hein. Elle peut être aussi un pronostic en fait de ce que l'apprenant va, enfin du niveau où est l'apprenant et de ce qu'il va être capable d'apprendre. J'allais dire de sa zone proximale de développement, mais bon, disons de ce qu'il va être capable d'apprendre en fait. Donc pronostic, hein, quand on fait des tests de placement par exemple, diagnostic, quand on évalue quelque chose qui a été enseigné, sommative, quand on évalue pour noter en fait, et pour graduer, hein, formative, quand on évalue pour former. L'évaluation diagnostique, alors eux, ils sont, bon là, ils ont une petite approximation en fait, hein, faite en début d'apprentissage. Elle a pour but de dresser un bilan des connaissances déjà acquises. Donc on peut dire pronostic quand on classe pour enseigner ou diagnostic dans différents cas. En fait, un diagnostic, c'est simplement en fait évidemment une photographie de l'état, comme un diagnostic médical, hein, une photographie de l'état dans lequel on est à un instant T. Ainsi, l'enseignant peut avoir une idée du niveau de ses apprenants. Cette évaluation permet aussi de mesurer les progrès à accomplir, mais aussi mieux connaître les besoins de chaque élève. Mauvaise prononciation sur certains sons, grammaire approximative au manque de vocabulaire par exemple. Enfin, elle permet la création de groupes d'apprenants en fonction de leur niveau. Donc là, évidemment, l'évaluation va renvoyer aussi à l'organisation de la classe et à la fabrication des groupes, en particulier là, des groupes de niveau qui sont une solution sur certains types de problèmes. Hein, il ne faut pas employer des groupes de niveau évidemment tout le temps, ça vous le savez déjà. Hein. Je veux dire, on va plutôt faire des groupes de besoins ou des groupes hétérogènes quand on va essayer justement de faire de l'enseignement mutuel entre les élèves. Hein, donc vous avez, ça renvoie évidemment à l'organisation de la classe en elle-même. Hein. Ça semble évident, mais il est primordial que les apprenants d'un niveau B1 ne soient pas dans la même classe que ceux d'un niveau C1. C'est encore discutable. Hein, je veux dire, c'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser, bon, évidemment, si on a élaboré tout ce système en fait de classification, c'est pour avoir des classes relativement homogènes, pour faciliter le travail de l'enseignant. Mais vous pouvez très bien regarder ce qui se passe dans des classes uniques. En fait, je parle de classes primaires, dans certains coins de la France. En fait, on a des classes uniques avec plein de niveaux. Donc on va faire des activités par niveau, donc avec des petits groupes de niveaux. Je veux dire, par exemple, vous aurez les CP d'un côté, les CE1 de l'autre, etc. Mais on va aussi utiliser en fait les possibilités d'enseignement mutuel qui font que les plus avancés vont enseigner aux plus petits, voire qu'on va faire certaines activités ensemble, donc toutes celles qui vont développer la socialisation. Il y a pas mal d'activités qui pourront être faites ensemble, en grand groupe. Voilà. Donc on a ce type peut soit se faire d'un professeur de français langue étrangère, soit en ligne avec un site comme Evalang. Donc on regardera hein, évidemment les types de tests pronostiques. L'évaluation sommative, donc celle-ci est bien différente de la première, puisque l'évaluation sommative est là pour faire le bilan d'un apprentissage. L'utilisation d'un système de notation permet de classer
et de sélectionner les apprenants. Alors c'est là qu'on rentre dans le dur, où ça fait mal, je veux dire, parce qu'il s'agit de classer et de sélectionner. Cette forme permet de valider des résultats et de délivrer dans certains cas un diplôme ou un certificat. Les exemples les plus connus pour le français sont les examens du DELF et du DALF. Donc parce qu'effectivement, bon, on regardera un peu ça en détail. Vous avez eu certainement des cours là-dessus. Je veux dire, vous savez que bon, c'est vrai que ces examens qui sont gradués selon les niveaux du cadre européen commun de référence se sont un peu imposés comme le maître étalon, j'allais dire, ou par des examens très populaires, puisqu'ils sont diffusés par les alliances françaises, puisque, bon, voilà, ils sont devenus, en fait, un peu centraux dans la question des examinations en français. On va les regarder en détail, on va voir comment ils sont fabriqués, et on va voir ce qu'il y a derrière, en fait, sur le plan théorique. Bon, vous avez certainement eu déjà beaucoup de cours, en fait, sur l'historique des méthodologies d'enseignement du français langue étrangère. Et vous avez dû passer en revue certainement les différentes approches depuis l'approche structuro-globale audiovisuelle et avant, depuis l'approche traditionnelle, en passant donc par l'approche structuro-globale audiovisuelle, l'approche communicative, puis la perspective actionnelle. Et bien entendu, entre le communicatif et la perspective actionnelle, le cadre européen commun de référence et les questions de plurilinguisme en Europe. Hein. Donc tout ça, c'est des sujets très très intéressants, très liés à des questions politiques, dont je parle dans le cours de politique linguistique, hein, et très liés à toutes les questions qui vont vous mobiliser en fait sur l'évaluation et sur les possibilités de certification. Donc, vous avez, voilà, Covid, l'actualité revient dans notre écran, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a un petit pop-up qui s'est affiché sur la fermeture des salles de sport. Donc voilà, donc vous avez ces questions sur le CECR où on en parlera beaucoup, et on va les regarder de très près parce que effectivement, bon, c'est quelque chose qui s'est imposé. Alors que l'objectif du cadre européen commun de référence de départ, je vous passerai peut-être une petite vidéo de Jean-Claude Béaco, qu'autrement vous retrouverez dans mon site web, l'objectif du cadre européen commun au départ n'était pas de travailler autant que ça sur les certifications et l'évaluation. Voilà. L'évaluation formative, ensuite, se fait tout au long de l'apprentissage pour guider l'élève, l'aider à prendre conscience de ses difficultés et comment les surmonter. Alors là, on a le petit paragraphe habituel. L'évaluation ne doit pas être vue comme une sanction. C'est en fait un moyen pour cibler les difficultés de l'apprenant et lui proposer des solutions adaptées. C'est également pour l'enseignant une façon de vérifier sa pédagogie. Voilà, donc on a donc évidemment cette question-là, on en a beaucoup parlé, on en parlera beaucoup. Hein. Je veux dire, l'évaluation en fait devrait être principalement un moteur pour l'apprentissage. Hein, c'est-à-dire permettre aux élèves de prendre conscience de ce qui leur pose problème et augmenter leur capacité à s'améliorer pour atteindre les meilleures performances qu'ils puissent atteindre eux-mêmes. Vous savez qu'on utilise une faible partie des capacités de notre cerveau. En fait, on peut faire nettement mieux. Je veux dire, mais le but du jeu, finalement, là, c'est pas tellement de classer les élèves les uns par rapport aux autres, mais plutôt d'amener à la meilleure performance, s'ils le désirent, tous les élèves qu'on a essayé de... C'est un peu la perspective, en fait. C'est d'essayer de faire le meilleur élève possible de chaque élève, en gros. C'est pas de les classer ou de dégager des têtes de classe, c'est vraiment d'amener, c'est la perspective générale, mais encore faut-il qu'elle soit vraiment exploitée telle qu'elle doit être, hein, c'est-à-dire d'amener chaque élève au meilleur de lui-même. Hein. Si on arrive à faire ça, on a fait une grande chose. Voilà, le statut de l'erreur en classe de français langue étrangère, donc pour inciter les élèves à progresser, l'erreur ne doit pas être pénalisée. Donc l'erreur, bon, vous avez dû avoir des cours aussi là-dessus, mais on pourra y revenir. En fait, l'erreur, en général, elle rentre dans un système. Hein.
Donc on peut diagnostiquer, quand on analyse une copie ou une production orale, des systèmes qui vont générer des erreurs. Hein, je pense par exemple à des copies que j'ai corrigées il n'y a pas très très longtemps. En fait, on voit qu'il y a une différence, une confusion entre différences de voyelles nasales, par exemple. En, on, un éventuellement, hein, parce que c'est un point difficile de la phonétique du français. Et ce en, on, un va réagir, va interagir avec les formes verbales. Par exemple, pensons, nous pensons, et en pensant. En général, le contexte va suffire à distinguer la bonne graphie, hein, je dirais, à éviter une erreur. Hein. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc là, on va analyser en fait le système qui vient, on va essayer de corriger en amont la difficulté phonétique qui retentit sur tout un ensemble. Donc c'est pareil avec le et le est. L'été, il était, par exemple, donc vous allez avoir des difficultés phonétiques qui vont retentir sur la graphie et sur l'orthographe et éventuellement sur le système verbal ou sur des confusions non-verbes. On va avoir toute une série de choses comme ça qui montrent que l'erreur fait système, hein, en fait. Donc vous avez plein d'articles sur la question, hein, ça on y reviendra éventuellement. L'erreur ne doit pas être pénalisée, mais elle doit être analysée comme la trace en fait d'un système, souvent la trace d'un système d'interlangue des apprenants. Hein. Donc elle doit être vue comme une indication des besoins des apprenants et il faut savoir en tirer profit. L'erreur est donc nécessaire dans l'apprentissage pour créer un climat de confiance. Le professeur ne doit pas se focaliser sur toutes les erreurs au risque de bloquer la prise de parole de ses élèves. Donc évidemment, quand vous corrigez aussi ou quand vous évaluez, mais vous ne faites pas une évaluation sauvage de l'oral, ni une évaluation perpétuelle en fait. C'est-à-dire que pour éviter de bloquer les élèves dans leur production orale, vous les laissez aller au bout de leur production orale avant de commencer à les corriger. Vous ciblez vos corrections évidemment sur certains types de choses. Par exemple, vous dites aujourd'hui on va travailler les voyelles nasales, aujourd'hui on va travailler la différence entre sourde sonore entre pe et be par exemple, ou alors on va travailler, je sais pas, les connecteurs logiques dans un discours. Je veux dire, mais vous avez un seul objectif à la fois. Des fois, si vous voulez corriger tout en même temps, eh bien, ça ne fonctionnera pas parce qu'il y aura trop de choses à corriger dans le discours. Comment évaluer? Donc différents outils sont à la disposition de l'enseignant. À lui de choisir celui qui sera le plus adapté aux objectifs et aux compétences à évaluer. On distingue deux grands types d'évaluation. Les évaluations fermées, type QCM, avantage c'est la méthode la plus objective, rapide à corriger. Inconvénient, ne convient pas à toutes les situations. Donc là, on peut évaluer qu'ils ont fait une belle faute d'orthographe sur le ne convient pas à toutes les situations, comme la production orale. Alors évidemment, les QCM, alors là, ça s'est imposé en fait comme le truc objectif. Aux États-Unis, on fait que ça dans quantité de formation parce que c'est standardisé, ça se corrige de façon automatique hein, donc ça donne une impression d'objectivité. Mais ça convient évidemment pas à toutes les situations parce qu'il y a des moments où vous avez besoin de la finesse en fait, d'une évaluation ouverte et d'une production. Vous ne pouvez pas juger par exemple avec un QCM, vous ne pouvez pas juger de la qualité de la production écrite, la complexité des productions écrites des apprenants. Donc les évaluations ouvertes, en revanche, donc les réponses dépendent de l'appréciation du professeur, permettent une évaluation plus globale en limitant le facteur chance, et donc parce que évidemment aussi dans les QCM, vous allez avoir un facteur chance, où on peut cocher la bonne case par hasard. Ce n'est pas le cas dans une évaluation ouverte. Je veux dire, on fait d'ailleurs des choses qui permettent de se détromper en fait, dans les QCM en faisant des réponses croisées qui permettent d'évaluer plus finement. Il y en a dans les examens du CECR, dans la plupart des niveaux. En fait, quand on a des questions à choix multiples comme ça, on a souvent des techniques pour se détromper, en fait, pour ne pas risquer en fait, justement l'évaluation par hasard, enfin, ou le facteur chance. Ouais. Et inconvénient, correction plus longue et subjective. Utiliser une grille de correction pour limiter les écarts.
Donc ça aussi, on pourra voir en fait comment on critérise, on critérie des grilles de correction, comment on fabrique des grilles de correction. Parce qu'avant, en fait, aussi, là aussi, on a perfectionné en fait la correction en la critériant. Euh, je dirais avant, vous aviez des évaluations, très souvent des évaluations complètement subjectives, avec une note globale, par exemple, pour une production écrite. Là, on va essayer de définir des critères, donc longueur des phrases, pertinence, utilisation des connecteurs logiques, progression logique du thème, fléchage discursif correct. On va avoir des critères, des séries de critères pour évaluer une production écrite qui vont permettre en fait d'être beaucoup moins subjectif, en fait, d'avoir des entrées beaucoup plus objectives dans l'évaluation. Voilà, donc on a cette autre grille donc qui vient du petit manuel d'Edwige Costanzo et Paola Bertocchini que vous devez connaître, qui s'appelle Manuel de formation pratique pour le professeur de FLE. Donc bon, c'est un ouvrage de base que vous avez déjà dû utiliser. Voilà, ça a l'avantage de regrouper dans un manuel pas mal d'aspects du métier. Voilà, bon, c'est une lecture basique, mais pas inintéressante. Donc une petite liste de paramètres sur l'évaluation, en fait, avec un versus, avec une comparaison, en fait, entre deux types de paramètres qu'on va commenter un petit peu rapidement. Bon, même si, voilà, vous voyez que ça fait couler pas mal d'encre, cette question d'évaluation, et donc on va avoir toute une série de choses assez différentes. Donc vous avez en premier l'évaluation du savoir contre l'évaluation de la capacité. Donc vous voyez qu'en fait on a beaucoup travaillé sur avant, dans les méthodes traditionnelles, on est dans l'acquisition d'un savoir. Je veux dire, c'est-à-dire qu'on a un savoir déclaratif, éventuellement sur la langue d'ailleurs. Je veux dire des choses qu'on ne sait pas forcément très bien mettre en œuvre à l'oral. C'est-à-dire que vous allez savoir, vous allez connaître des règles de grammaire, par exemple. Vous allez savoir que le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec son antécédent. Enfin, je ne sais pas, toute une série de choses comme ça. Toute une série de règles de grammaire formulées d'une manière assez normée. Hein. Mais vous n'allez pas forcément pouvoir les transférer dans une performance, dans une capacité à parler. Donc vous voyez que maintenant, on est plutôt dans le rendre les élèves capables de, donc dans l'évaluation de la capacité, enfin pour l'évaluation, dans l'évaluation de la capacité, et autre chose, pour l'enseignement, dans la tentative de rendre les élèves capables de faire quelque chose. Hein, on est passé à ça, en fait, depuis les approches communicatives, en gros, avec l'idée d'acte de parole. C'est-à-dire qu'on essaye de faire quelque chose avec la langue, hein, donc d'avoir une action, enfin d'effectuer une action. On va voir qu'on a mis beaucoup l'accent sur l'action, peut-être à un moment ou l'autre. Sur le plan philosophique, c'est encore une chose qu'on pourrait analyser, hein, cette préoccupation vers l'action. Hein, donc évaluation du savoir contre évaluation de la capacité. Donc je vous parlais des actes de parole. Par exemple, se présenter, donc, et formulation dans une auto-évaluation, par exemple, je suis capable de me présenter, je suis capable de demander mon chemin. Voilà, donc il y a un glissement en fait entre le savoir déclaratif ou des connaissances qui restent en fait pas forcément complètement mobilisables et l'évaluation d'une capacité à faire quelque chose. L'évaluation normative contre l'évaluation critériée. Donc l'évaluation normative, elle va, comme ça le dit bien en fait, mettre dans normer, hein, c'est-à-dire que tous les élèves seront capables d'employer le présent, tous les élèves seront capables de se présenter. Donc on a une description en fait. C'est un peu ce fantasme hein, aussi de la société industrielle et post-industrielle, enfin surtout de la société industrielle, c'est calibré, de normer. Bon, ça va avec le côté un peu inquiétant que peut avoir l'évaluation au côté normatif. Hein. Je veux dire, donc l'évaluation normative, bon, je vous rappelle que cette question norme, on la retrouve même dans le nom de l'école normale. C'est une école qui va servir à normer, hein, à calibrer un peu tout le monde, à rendre tout le monde capable de faire les mêmes choses et de préférence quand même des choses utiles pour la société de consommation.
Voilà, donc évaluation critériée, donc là la critérisation donc est un peu vue d'une façon un peu différente parce qu'elle est critériée en fonction en fait des différences entre les individus, des différences de connaissances qu'ils ont au départ, etc. Elle peut aussi, les critères peuvent être des critères différents de la modulation par individu, hein. Voilà, maîtrise, ensuite continuum ou suivi. Donc, une évaluation qui va évaluer la maîtrise d'un certain point ou alors la progression, le continuum, donc dans une perspective de suivi et dans une perspective plus en devenir, hein. Je veux dire, vous avez euh, cette idée de maîtrise en fait. Donc, on va maîtriser en fait, par exemple, les temps du passé ou les temps du récit. On va maîtriser la capacité à se présenter. Voilà. Et au contraire, on peut analyser quelque chose qui est plus en devenir dans l'évaluation en continuum ou en suivi. Je veux dire, vous voyez que cette évaluation, la deuxième version, sera moins sanctionnante puisqu'elle implique évidemment qu'on va avoir une perspective sur le futur. Évaluation continue, évaluation ponctuelle, donc ça parle de soi-même, hein, évidemment. Évaluation formative, évaluation sommative, donc on en a parlé déjà. Évaluation directe, évaluation indirecte. Évaluation de la performance versus évaluation des connaissances, donc qui rejoint un peu ce qu'on disait au départ sur l'évaluation de la capacité et l'évaluation du savoir. Évaluation subjective, évaluation objective, donc là c'est tout ce dont on a parlé un petit peu au départ. En fait, sur le sujet et l'objet, ou le subjectif et l'objectif, donc dans l'évaluation subjective, il y a évidemment une marge laissée à l'évaluateur, alors que l'évaluation objective, normalement, doit donner des résultats beaucoup moins contestables. La recherche de l'objectivité, c'est toujours quelque chose d'extrêmement difficile, hein. Je veux dire, c'est pas gagné, quoi, l'objectivité. Même les choses comme les tests de QI, par exemple, qu'on pourra regarder un petit peu, sont calibrés pour donner un résultat moyen de 100 au test de QI. On va voir qu'en fait, ce calibrage a été fait sur une certaine population et qu'il n'est pas forcément valable sur le plan international. Il peut être légèrement décalé sur le plan international. Et donc, on voit bien qu'en fait, la recherche d'objectivité de ce type de test, eh ben, elle est très loin c'est très loin d'être atteint. On atteint difficilement l'objectivité, hein, je veux dire. Donc dans les présentations, même quand on regarde, bon, on a essayé d'objectiviser pas mal de choses autour du cadre européen commun de référence. Je dirais donc d'évaluer vraiment ce qui était enseigné avec une définition claire des objectifs, des tâches, etc. On voit bien que des fois, de la subjectivité, bien sûr, va rentrer dans l'évaluation, hein. On met des listes de critères, on met des compositions, en fait, de ce qu'on va évaluer sur la production orale. Mais très souvent, la subjectivité va revenir quand même. Chasser la subjectivité par la porte, elle reviendra par la fenêtre. Bon, mais ceci dit, ça n'empêche pas d'essayer quand même d'être le plus objectif possible. Voilà, l'évaluation sur une échelle, l'évaluation sur une liste de contrôle, donc les échelles, hein, c'est les échelles comme l'échelle du CECR, ou sur des listes de choses qu'on sait faire. Jugement fondé sur l'impression, jugement guidé, évaluation holistique ou globale et évaluation analytique. Donc on reviendra sur l'évaluation holistique, parce que l'évaluation holistique donc vise la découverte en fait et un aspect plus global en fait qui prenne en compte tous les aspects de l'individu. L'évaluation par série, l'évaluation par catégorie, l'évaluation mutuelle et l'auto-évaluation. Donc là, dans les processus de qui évalue aussi, ce sera intéressant de regarder d'un peu plus près. Donc, qui évalue? Donc, est-ce que c'est l'enseignant qui évalue, comme dans les approches traditionnelles? Est-ce qu'il y a une évaluation mutuelle entre les élèves qui va leur permettre d'instituer une entraide ou une intercorrection? Je veux dire, est-ce que cette évaluation mutuelle va permettre de dédramatiser les questions d'évaluation? Est-ce qu'il y a enfin quelque chose qui favorise dans le déroulement des cours ou en dehors l'auto-évaluation?
de façon à permettre de transformer en fait éventuellement l'évaluation en quelque chose d'un peu plus ludique et d'un peu plus profitable pour l'élève. Voilà, donc on vous avez des listes de paramètres comme ça sur l'évaluation. Donc on a fait un petit tour déjà en fait sur un certain nombre de choses, hein, qui permettent de repréciser les idées en fait sur le formatif, le sommatif, le mutuel, l'auto-évaluation, les capacités, les savoirs déclaratifs ou les savoirs opérationnels. Donc je veux dire, voilà, on a évidemment multiplié, en fait, en travaillant sur les évaluations, les différents types de critères qui permettent de juger ce que c'est qu'une évaluation et comment on l'emploie. Voilà, comme d'habitude, je parle beaucoup, donc je vais passer la parole à quelqu'un d'autre c'est l'avantage au moins de ce système-là et puis de ce qu'on peut faire en cours avec les vidéos et ainsi de suite. Donc je vais vous faire écouter en fait un petit morceau d'une conférence de Stanislas Dehaene, donc sur l'engagement actif et le retour sur l'erreur en fait. Et voir comment en fait avec le test et les tests et l'évaluation en fait comment les tests et l'évaluation contribuent aux apprentissages. Donc on va regarder ça, on va le commenter après. Voilà, et puis bon, je pense que c'est assez marquant, même si on peut ne pas être d'accord, mais il y a quand même de l'étude en psychologie, des études en psychologie cognitive qui montrent des choses assez intéressantes. Bon, on peut aussi ne pas être d'accord parce que Stanislas Dehaene est rentré dans le comité qui conseille Jean-Michel Blanquer. Donc, mais là, ce sera des questions politiques. Je veux dire, là, en tout cas, le discours est intéressant et bon, les expériences sur lesquelles ça se base sont également intéressantes. Donc, écoutons. Un organisme passif n'apprend pas. L'expérience ici est une expérience un peu illustratrice, très ancienne d'ailleurs, dans laquelle vous voyez qu'il y a deux chatons. Il y en a un qui est capable de se déplacer, et puis il y en a un autre qui est dans une petite boîte ici, bien confortable, mais il ne peut pas bouger de lui-même, et tous ces mouvements sont déterminés par le mouvement du chaton numéro 1. Eh bien, celui-ci développe un système moteur et visuel strictement normal, celui-ci développe des troubles importants de la vision et de la motricité, n'explore pas convenablement. C'est une métaphore, mais assez forte quand même, du fait que explorer son environnement, être actif, s'engager, a un rôle déterminant dans les apprentissages. Il y a beaucoup d'expériences qui portent chez l'homme, qui portent directement sur ce sujet. Je vous rapporte ici une expérience de Henry Rudiger, notamment dans Science, il y a exactement 10 ans. Fait cette expérience qui n'est pas complètement triviale pour les enseignants. On va voir, peut-être vous avez maintenant tous les bonnes intuitions. Imaginez que vous ayez 2 heures de cours. Vous avez 2 heures de cours au total, et vous pouvez adopter différentes options. Première option, vous avez passé tout ce temps à enseigner, et donc l'élève va passer tout son temps à étudier. Study, voilà. Donc 8 quarts d'heure d'études. Deuxième option, vous allez quand même avoir des petits tests là. Un test ici, un test ici. Troisième option, vous allez avoir une alternance d'études et de tests, d'études et de tests. Alors, évidemment, plus vous mettez de tests, moins vous mettez d'études, à temps constant. Donc ça ne va pas de soi. Est-ce qu'il vaut mieux réduire le temps d'études, quitte à introduire des tests pour les élèves? Beaucoup d'enseignants pensent que les tests ne servent pas vraiment à apprendre, ils servent à mesurer la compétence, vérifier où l'élève en est, mais c'est tout, ce n'est pas une période d'enseignement. Et dans cette étude, les enseignants se trompent. Je vous dis tout de suite le bon résultat. Les enseignants pensent que c'est cette situation d'étude, de cours magistral pendant 2 heures qui va être le plus bénéfique. Et le résultat est évidemment exactement l'inverse. 48 heures plus tard, plus on a eu de périodes de tests, ici, et un entrecoupement d'études et de tests, mieux on retient les éléments de l'apprentissage. La mémoire décroît avec le nombre de périodes d'études, ce qui est le contraire de ce que les enseignants et les étudiants d'ailleurs avaient prédit. Les étudiants ont tendance à passer 2 heures dans leur livre, à stabiloter le livre de toutes les couleurs possibles et imaginables, ça n'est pas la meilleure méthode. Autre exemple. Alors oui, très important de comprendre que ça ne survient pas immédiatement, mais au bout de 2 jours, on le voit très bien, au bout d'une semaine, ça devient très important. Par contre, ça n'est pas vrai immédiatement, d'où l'illusion. Lorsqu'on vient d'étudier dans son cours, on a l'impression de le savoir. Il faut comprendre que ce savoir n'est pas dans un compartiment de long terme, il est dans un compartiment de court terme, de mémoire de travail, mémoire très récente, mais il n'est pas encore stabilisé en mémoire à long terme. Et c'est le fait d'alterner l'étude et le test qui va le faire passer dans la mémoire à long terme. Autre exemple, non intuitif. Vous avez les mots en esquimau à apprendre. Ça pourrait être des verbes irréguliers en anglais, c'est une situation réelle. Bon, est-ce qu'il vaut mieux avoir une carte sur laquelle pendant 10 secondes, on vous présente le mot et sa traduction? Ou bien est-ce qu'il vaut mieux n'avoir que
la paire pendant 5 secondes, et avant, on a juste le mot en esquimau tout seul. Alors là, le résultat de l'intelligence artificielle est extrêmement clair. Hein. La corrélation est beaucoup plus grande ici, pendant 10 secondes, que ici, pendant seulement 5 secondes. Oui, mais là, dans cette situation-là, l'élève se pose la question. J'ai ce mot-là, est-ce que je me souviens de l'association? Eh bien, c'est la situation numéro 2 qui conduit à un rappel de plus de mots que la première, voyez. Parce qu'il y a un effort qui est fait, un effort de récupérer l'information, un engagement actif de l'élève, suivi de cette fameuse correction d'erreur, c'est-à-dire qu'on apprend immédiatement si on avait bon ou pas. Les deux sont importants. Hein. Voilà. Alors, j'aime bien cette phrase de Henri Rediger et ses collègues, rendre les conditions d'apprentissage plus difficiles, ce qui oblige les étudiants à un surcroît d'engagement et d'efforts cognitifs, conduit souvent à une meilleure rétention. C'est une règle assez générale. Plus l'information est profonde, plus il y a eu d'efforts pour se souvenir avant d'avoir la réponse, plus la rétention est bonne en général. C'est une sorte de règle qui marche dans beaucoup de ces conditions. Voilà. Et ce point quand même très important, hein, beaucoup d'enseignants aujourd'hui me disent « Oui, mais tout ce que vous dites, on le savait déjà, tout ceci conduit à des banalités, on enfonce des portes ouvertes, etc. » C'est en partie vrai, je pense que tout n'est pas nouveau. Il n'y a pas de raison d'ailleurs que tout soit nouveau dans le domaine éducatif juste parce qu'on commence à faire des sciences. Je pense que la science est là pour tester et mettre à l'épreuve si ce qu'on essaie est vrai ou faux. Mais ici, quand même, dans ce papier, ni les étudiants ni les enseignants ne prédisaient correctement la direction de l'effet. Ça vaut quand même la peine de faire un peu d'expérimentation. Alors ici, c'est une méta-analyse intéressante de beaucoup d'études qui comparent l'efficacité du cours magistral traditionnel avec des pédagogies qui essayent d'augmenter l'engagement actif de l'enseignant. Et trouvent un très fort effet, aussi bien dans les scores aux examens que dans le taux d'échec ultérieurement, le nombre de décrocheurs. Hein. Donc je vous laisserai lire cet article en détail. C'est vrai dans tous les domaines qui ont été testés ici, de différentes sciences. Et qu'est-ce qu'on veut dire par engagement actif? Eh bien, ce sont des choses que je pense vous connaissez déjà beaucoup. C'est vrai que là, il y a des portes ouvertes qui sont enfoncées, mais ça va mieux en le disant. Tout ce qui conduit à des activités pratiques dans lesquelles les étudiants sont obligés de pratiquer ce qu'ils ont appris, les discussions auxquelles chacun prend part, les travaux en petits groupes, le questionnement permanent de l'enseignant qui s'interrompt pour dire « Vous avez compris? Vous avez bien répondu ?» L'exigence d'une réflexion profonde, tout ceci conduit à une meilleure rétention de la part des étudiants. Ce sont des études qui vont de tout le spectre des sciences cognitives, depuis parfois les neurosciences, mais jusqu'à cette, disons, science très appliquée, science de l'éducation, dans les classes elles-mêmes. Alors, quatrième pilier, puis j'en terminerai là-dessus, la consolidation, le transfert de l'explicite à l'implicite. Il y a quelque chose là d'encore très important, il ne suffit pas d'avoir bien appris, il ne suffit pas d'avoir bien mémorisé, encore faut-il automatiser les connaissances qui en ont le plus besoin. Pourquoi automatiser? Eh bien, parce qu'au départ de l'apprentissage, c'est le cortex préfrontal qui intervient de façon systématique. Lorsque vous avez le sentiment de faire un effort pour récupérer une information, ça veut dire, de façon presque systématique, que c'est le cortex préfrontal qui est mobilisé et qu'on a affaire à un traitement explicite, conscient, avec effort. Pensez à la première fois où vous avez conduit une voiture, vos premières leçons de conduite. On commence à savoir conduire, mais l'effort de concentration est presque énorme. On a l'impression qu'on ne peut pas faire quoi que ce soit d'autre en même temps, qu'on est totalement épuisé au bout d'une heure de séance. Progressivement, l'automatisation va transférer ces connaissances vers des réseaux non conscients et vont donc libérer les réseaux du cortex préfrontal. Et je prends l'exemple de la lecture, eh bien, c'est exactement ce qui se produit. Au départ, vous avez besoin, avec effort, de traduire chaque lettre en son, chaque graphème en phonème. Vous le faites de la gauche vers la droite, et c'est pour ça qu'on observe cette courbe que vous voyez ici à droite, dans lequel le temps de lecture d'un mot, le moment où vous commencez à prononcer ce mot, dépend du nombre de lettres de ce mot. Voilà, Stanislas Dehaene a beaucoup travaillé sur la lecture, l'apprentissage de la lecture. Hein. Vous avez un bouquin entier sur ça, fait avec des enseignants. Donc effectivement, c'est très intéressant même parce que ça montre en fait que l'automatisation des processus de lecture en fait va même modifier en fait les connexions cérébrales. Ça peut même se voir en fait finalement sur le cerveau physiquement. Je veux dire, et donc c'est assez passionnant comme recherche en neurosciences. Là, vous voyez qu'en fait la capacité d'attention en fait et la capacité de mémorisation, surtout dans la mémorisation à long terme, va être augmentée par les processus de test, hein, donc par les processus d'évaluation ou d'auto-évaluation. En fait, c'est le moment où on fait un effort pour mémoriser quelque chose et où on rentre dans l'action
qui va permettre en fait la meilleure mémorisation. Donc évidemment, il faut penser à ça. Enfin, je veux dire, et donc c'est la base d'une pédagogie active. Hein, je veux dire, où on met en activité les élèves, où on leur fait faire des choses de façon à ce qu'ils mémorisent en fait les contenus enseignés. Donc s'il y a une leçon à retenir de cette petite vidéo, c'est bien celle-ci en fait. Donc d'une part, évidemment, on retient mieux parce qu'on varie les activités, on n'est pas tout le temps en train d'écouter le professeur, mais on se met aussi en action. Mais dans un cours de langue, c'est très propice à ce genre de choses. Et d'autre part, ces activités d'autotest et d'évaluation mutuelle ou d'évaluation personnelle vont favoriser en fait la mémorisation à long terme des contenus enseignés. Voilà, donc voilà un peu ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. En fait, donc typologie des évaluations, processus cognitifs qui permettent de mémoriser. Donc vous pouvez pour la prochaine fois évidemment relire en fait tous ces types d'évaluations. Regardez la conférence complète de Stanislas Dehaene. Je vous donnerai au fur et à mesure des petites choses comme ça à faire. Vous pouvez aussi également rechercher, en fait, vous regardez même, je crois que je l'ai mise dans une des playlists de mon site web, en fait, regardez la conférence enfin, une petite capsule plutôt, c'est pas une conférence, où Jean-Claude Béaco explique ce que c'est que le cadre européen commun de référence. Donc ça élargira un peu vos idées sur le cadre européen commun. Voilà, merci beaucoup et une très bonne semaine à vous.